Dans un monde alternatif, le studio 4D2 est une guilde d'artisans qui œuvre à répandre la pratique du jeu de rôle et l'intérêt pour les mondes imaginaires. Dans la réalité, nous sommes une association, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une faction ou une guilde qui fasse du sens. Je suis Michael Gelfi, ou l'Archimage Démétrion. Je suis aidé par mon fidèle serviteur ailé Astaris, et nous vous invitons à prendre place dans la tour de l'Archimage, où nous partagerons avec vous des secrets depuis longtemps oubliés. Mais ça, juste après le générique. Sur certains aspects, cette vidéo reprend des éléments de la vidéo précédente sur les cultes et les religions. Si vous ne l'avez toujours pas vue, je vous invite à cliquer sur le coin supérieur droite de votre écran pour la voir tout de suite. Si vous la connaissez déjà par cœur, eh bien, nous allons attaquer le vif du sujet juste après que je vous donne la définition du mot « guilde » que l'on trouve en deux versions différentes. 1. Organisation de personnes pratiquant une activité commune. Et 2. Association visant à procurer à ses adhérents de meilleures conditions commerciales. Pour les factions et organisations, nous allons nous éloigner un petit peu de ces définitions et nous souvenir simplement que ce sont des espaces de sociabilité sélective. Dans tous les cas, nous devrons répondre à la question suivante. Pourquoi existent-elles ? Comme pour les cultes, les guildes et les factions servent un but. Elles ne sont pas là pour remplir un vide narratif et ne sont pas une nécessité dans n'importe quel contexte médiéval, bien qu'elles aient été inventées à cette époque. Avant tout, ce groupe de personnes recherche un but commun. Je vous ai fait une liste non exhaustive d'objectifs divisés en 3 catégories qui peuvent être recherchées par ces groupes. Notez bien que, suivant la taille de la faction ou de la guilde, elles peuvent cumuler ces différentes catégories. Première catégorie, les guildes peuvent exister pour pérenniser ou augmenter un savoir. On peut citer par exemple les universités, les écoles, les cultes, les églises et certaines guildes d'artisans. Généralement, ces associations sont créées par des grands maîtres qui souhaitent partager leur savoir. Deuxième catégorie, pour le contrôle et le maintien de l'ordre. Ces groupes existent pour préserver l'intégrité d'un territoire, s'assurer que certaines personnes sont protégées ou qu'elles restent au pouvoir. Généralement, ces groupes sont créés par des idéalistes, des traditionalistes ou des personnes qui sont mues par la volonté de protéger ce qui leur est cher. On ne parle pas forcément ici que de guerriers. Ça peut aussi être un groupe d'influence qui s'efforce de protéger leur culture dans un contexte impérial. Naturellement, ça peut aussi être ce groupe d'aventuriers et de mercenaires qui chassent les bêtes féroces aux abords du village. La troisième catégorie est l'immanquable guilde de commerçants. Leur objectif est avant tout financier. Il peut s'agir d'artistes, d'artisans, de mercenaires ou d'aventuriers. Mais n'oublions pas non plus les guildes marchandes, telles que les caravaniers ou les esclavagistes. Leur objectif est avant tout la pérennisation de leur activité. Et cela n'exclut pas non plus le lobbyisme, qui n'est pas une invention moderne. Qu'est-ce qu'une guilde sans hall de guilde ? C'est un lieu emblématique dans toutes les narrations et pour toutes les guildes qui se respectent. C'est le lieu où se rencontrent les clients et les vendeurs et où se recrutent aussi les mercenaires pour protéger les caravanes. Mais c'est aussi le lieu où se jouent toutes les manigances et les intrigues. La question du hall est à mettre en commun avec les intérêts et avantages que les membres retirent de leur participation dans cette guilde. Comme expliqué dans la vidéo précédente, les groupements de gens ne se forment que par intérêt. Et comme intérêt, nous pouvons citer par exemple la mise en commun de ressources, l'accès à des denrées rares et uniques, des contrats et possibilités uniquement proposés aux membres, ou même des passe-droits sur la législation. L'organisation interne des guildes diffère beaucoup selon leur nature. Il n'est ni souhaitable ni possible de vous en faire l'inventaire complet, cependant, nous allons en tracer les grandes lignes ensemble. Comme tout ce qui offre de nouveaux droits, c'est accompagné de nouveaux devoirs. Comme dans le monde réel, ces factions et associations possèdent des statuts, des règles qui assurent leur bon fonctionnement. Les membres peuvent les accepter contractuellement, signés ou par un rituel, ou tacitement, par la parole, comme on le ferait par exemple pour la coutume. Les guildes ont une hiérarchie ainsi que des grades. Dans tous les cas, il est plus simple de gravir les échelons dans une petite guilde plutôt qu'une grande, à la manière d'une start-up et d'une multinationale. Je vous invite à considérer ces deux derniers exemples comme de bonnes sources d'inspiration pour vos guildes.
Plus une entreprise ou une guilde est grande, plus les représentants, les dirigeants auront tendance à faire de la politique ou de la représentation et s'éloigner de la praxis initiale. Ainsi, les guildes et entreprises ont une espèce de mutabilité intrinsèque. Bien que la plupart des guildes ne soient pas pourvues d'éléments religieux, cela ne les empêche pas d'avoir des rites d'initiation et d'avoir quelques éléments ésotériques. Le meilleur exemple à cela est la franc-maçonnerie, qui est basée d'une guilde d'artisans à un ensemble de groupes d'influence protéiformes, toujours pourvus de rites ésotériques. D'ailleurs, en parlant de rites ésotériques, vous ai-je parlé de celui qui consiste à cliquer sur le bouton s'abonner afin de ne rater aucune nouvelle vidéo? Vous en ressortirez transcendé, croyez-moi. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans un autre monde.